Mon petit frère était venu me rendre visite, juste au moment où il portait à sa bouche un morceau de poulet que ma belle-mère avait préparé. Elle lui a hurlé dessus, le traitant de mal élevé. À cet instant précis, j'ai renversé la table, d'un coup de pied, et je l'ai jetée à la rue. C'était juste après la gifle, qu'elle venait d'asséner à mon frère de 10 à 8 ans. Ma belle-mère venait de briser de ses propres mains la fausse façade de famille heureuse qu'elle et son fils, son parasite personnel, avaient méticuleusement construite pendant 4 longues années. Il pensait que j'étais une provinciale naïve, facile à presser, comme un citron et à piétiner, mais il n'imaginait pas que cette nuit-là, la nuit où j'ai renversé la table et les ai expulsés de l'appartement qui était à mon nom, marquerait le début d'une vengeance implacable. Une vengeance qui allait traîner ce traître et sa mère cupide vers la ruine. Les dettes et le déshonneur le plus absolu. Comment un simple pilon de poulet a-t-il pu avoir le pouvoir de révéler une conspiration aussi vile? Revenons à cet après-midi étouffant. Paris. Cet après-midi-là fondait sous une canicule de plomb. L'air était dense et lourd. J'étais dans la cuisine depuis 5 heures de l'après-midi. Les dos, trempés de sueur. Sur la plaque à induction bouillonnait une grande marmite de pot-au-feu. Et à côté, un poulet rôti, doré et juteux, que j'avais eu du mal à trouver au marché tôt le matin. Aujourd'hui, Lucas, mon unique petit frère, arrivait de notre village de campagne pour commencer l'université. J'ai 10 ans, de plus que lui. Depuis que nos parents ont vieilli, c'est moi qui, économisant jusqu'au dernier centime, lui ai payé ses études. C'est un garçon, mince et brun, mais son regard a toujours été brillant et plein de gratitude. À 10 à 8h30, on a sonné à la porte. Je me suis rapidement essuyée, les mains sur mon tablier, et j'ai couru ouvrir. Lucas était là, avec son sac d'or rapiécé sur l'épaule, tenant à la main un saucisson artisanal et une douzaine d'œufs de la ferme que ma mère avait emballés avec soin. En me voyant, il m'a souri jusqu'aux oreilles. Nous avons à peine eu le temps de nous embrasser que Chantal, ma belle-mère, est apparue dans le couloir. Son regard a parcouru mon frère de haut en bas, s'attardant sur le saucisson et les œufs avec un mépris qu'elle n'a pas pris la peine de cacher. « Tiens, une visite distinguée de la province », a-t-elle dit. Le voyage a dû être épuisant. Cet appartement est petit et rempli de choses chères. Avant d'entrer, enlève tes baskets pleines de boue. Je viens de laver le parquet. Chantal. Lucas vient d'arriver directement en train. Ses chaussures sont propres. De plus, il vient nous voir et ne restera que quelques jours jusqu'à ce qu'il puisse s'installer dans sa résidence étudiante. Je t'en ai parlé là, la semaine dernière. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas rester. Je lui donne juste quelques instructions. Vous, les gens de la campagne, vous êtes habitués à vivre n'importe comment. Ici, à Paris, nous avons des manières. Si on ne vous prévient, passe. Vous finissez par tout casser. Bref, mets la table. J'ai Fahim, Lucas. Va te laver les mains et viens dîner. J'ai fait un poulet rôti, aujourd'hui, et je t'ai gardé un beau pilon. Tu as beaucoup étudié, et tu as maigri. C'est à ce moment-là que Maxime, mon mari, a passé la porte. Il a jeté sa mallette sur le canapé avec un air d'épuisement, comme s'il venait de casser des cailloux. En voyant son beau-frère, il a juste fait un signe du menton en guise de salut et s'est assis directement à table. Le dîner a commencé dans un silence oppressant. J'ai servi à Lucas une assiette, bien remplie, et j'ai délibérément tourné le plat de poulet pour que le pilon le plus appétissant soit de son côté. Lucas a pris ses couverts avec timidité. Il devait mourir de faim après 6 heures de train. Mais la froideur de ma belle-mère le paralysait. Et il n'osait piquer que quelques légumes du pot-au-feu, le cœur serré. J'ai pris le pilon de poulet pour le déposer directement dans son assiette,
Mais au moment où ma fourchette a touché sa porcelaine, un coup sec et autoritaire a résonné de l'autre côté de la table. Dans cette maison, il y a des règles. Camille, dans cette maison, il y a des bonnes manières. On ne commence pas à manger tant que tout le monde n'est pas servi, a craché Chantal. Ton mari a passé la journée à travailler d'arrache-pied pour amener de l'argent dans ce foyer. Il n'a pas encore touché au meilleur. Un morceau, et tu le sers déjà sur un plateau d'argent à ton frère. Ce pilon était pour Maxime. Chantal, tu manges très bien tous les jours. Tu ne manques de rien. Lucasa, voyager toute la journée. Premièrement, il a faim. Et deuxièmement, il est notre invité. Qu'est-ce que ça peut faire? Un morceau de poulet? Tu n'as pas à lui parler comme ça. Ça suffit de te disputer avec ma mère pour des bêtises. Est intervenu Maxime. C'est... Un morceau de poulet ne vaut pas la peine de faire un scandale. Lucas est assez grande. Ce n'est pas un gamin à qui il faut donner la béquée. Donne-le-moi. J'ai serré les lèvres avec force. Lucas était rouge de honte. Gêne. Il a essayé de passer le pilon de son assiette à celle de Maxime. Ses mains fines tremblaient de nervosité. Dans un mouvement maladroit, le poulet a glissé de la fourchette et est tombé sur la nappe blanche immaculée de Chantal. Laissant une tache de graisse, c'était l'excuse qu'elle attendait. Chantal s'est levée d'un bond. Un claquement sec et aigu a déchiré le silence de la pièce. Elle venait de gifler mon frère de 10 à 8 ans. La force du coup a été telle que la tête du garçon a basculé sur le côté, laissant la marque de 5 doigts sur sa joue. Ses couverts sont tombés par terre. Lucas a porté la main à son visage. Les yeux écarquillés. Remplis de larmes contenues, il n'osait pas pleurer. Espèce de plou mort de faim. Ah, tel hurlé. Non seulement tu viens ici pour te faire entretenir, mais en plus tu salis ma table. Si ta sœur ne sait pas, t'éduquer. Je m'en charge. Pauvres types qui ne savent même pas manger un morceau de viande. Je suis restée paralysée. Tous les sons autour de moi ont disparu. J'ai regardé, la joue rougie de mon frère. Son regard humilié. Cloué au sol. Nos parents. Off you do. Village. Ne lui avait jamais levé la main dessus. Et là. Le premier jour où il mettait les pieds dans la capitale. Dans l'appartement que sa sœur appelait son foyer. Une femme cruelle le giflait pour un simple morceau de viande. Les sangs bouillis dans mes veines et m'est monté à la tête. La patience que j'avais, accumulée pendant 4 ans, a volé en éclats. Maman, tu y es allé un peu fort. C'est mon beau-frère quand même, a dit Maxime, bien que sans grande conviction. Mais Lucas, tu dois faire plus attention en mangeant. Tu as taché la nappe qui coûte cher à ma mère. Allez Camille. Nettoie ça et serre-le pour qu'il finisse son dîner. Nettoyer. J'ai murmuré ce mot d'une voix rauque et glaciale. J'ai levé lentement les yeux, vers Maxime, puis vers Chantal. Elle était toujours debout. Lementon Haut. Avec une expression arrogante. Sans une once de regret. Qu'est-ce que tu regardes? Remercie-moi d'éduquer ton frère. Avec cette manie, de tout dévorer des yeux dès qu'il voit quelque chose de bien. Il finira par voler dans les magasins. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis approchée de la table. J'ai attrapé le bord de la table en verre trempé à 2 mains. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout retourné. La table entière, la marmite de pot-au-feu a volé en l'air, les assiettes et les verres se sont fracassés contre le sol. Le poulet, doré, a roulé jusqu'aux pieds de Chantal. Le bouillon brûlant a éclaboussé sa robe en soie. La pièce a plongé dans un silence de mort. Chantal a poussé un cri strident et a reculé d'un bond. Maxime, les yeux exorbités, a bondi de sa chaise. Tu es complètement folle. Camille, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux détruire cet appartement? J'ai fait un pas en avant, écrasant un morceau de porcelaine brisée. J'ai pointé Chantal du doigt.
toi dans les yeux. Oui, je suis folle. Folle d'avoir supporté et entretenu une femme aussi mauvaise, et un homme aussi lâche pendant 4 ans. Et écoutez-moi bien, ce poulet, je l'ai payé. Cette table, je l'ai payée. Et le sol sur lequel vous vous tenez, Yamanje, l'ai payé avec ma sueur et mes larmes. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ta belle-mère. Cet appartement appartient à mon fils. Maxime. Mets-la à la porte tout de suite. Jette ces 2 mendiants à la rue. Camille. Demande pardon à ma mère immédiatement. A hurlé Maxime. Tu as perdu la tête? C'est moi le chef de famille. Je vais te jeter à la rue sur le champ. J'ai lâché un rire amer qui a résonné dans tout le salon. Je me suis tournée vers Maxime avec un regard de pur mépris. Me jeter à la rue? As-tu oublié au nom de qui est l'acte de propriété de cet appartement? As-tu oublié que les 300 000 € pour acheter ce duplex sont sortis de l'héritage de mes parents et de mes propres économies? Gagnés en travaillant jour et nuit? Et avec ton salaire minable qui ne suffit même pas à payer les séances de spa de ta mère. Avec quoi vas-tu être le chef de famille? Le visage de Maxime est devenu livide. Il est resté sans voix. Chantal était également stupéfaite. Elle s'était probablement tellement habituée à ma soumission qu'elle en était venue à se croire la maîtresse des lieux. Je me suis approchée de mon frère. Lucas tremblait toujours dans un coin. Les lèvres tremblotantes. J'ai passé un bras autour de ses épaules et j'ai essuyé une larme furtive sur sa joue. Vous aimez le poulet. Toi et ton fils. N'est-ce pas? Ai-je dit en regardant Chantal. Alors mets-toi à genoux et ramasse les morceaux par terre si tu veux. Mang. Et maintenant? Dégagez de chez moi. Tu oses vouloir me jeter à la rue? Une belle fille qui met sa belle-mère à la porte au beau milieu de la nuit. Maxime. Appelle ses parents. Je vais renvoyer cette malle. Élevée d'où elle vient. Pas la peine de les appeler. Dès demain, je dépose une demande de divorce. Maintenant, hors de chez moi avant que je n'appelle la police pour vous faire sortir de force. Cet appartement est à moi. Et je ne permettrai à personne que je ne désire pas d'y remettre les pieds. Dehors. J'ai hurlé de toutes mes forces. Chantal a sursauté, a reculé et a glissé dans une flaque de bouillon, tombant lourdement sur les fesses. Ses gémissements résonnaient de façon pathétique. Maxime a couru aider sa mère, me fixant avec des yeux injectés de sang, pleins de haine, mais aussi d'une peur évidente. Il l'a aidé à se relever et m'a pointé du doigt, en titubant. Très bien. Camille, si tu n'as aucune pitié, ne te plains pas de ce qui t'attend. Viens. Maman. On verra bien où ira une femme comme toi sans la duc. Protection d'un mari. Sur ces mots, Maxime a attrapé sa mère et ils sont sortis en titubant par la porte. Minable. La porte a claqué. Les laissant dans le froid du palier, je suis restée là. À l'étanche. Les poings tellement serrés que mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. 4 années de ma jeunesse. 4 années d'humiliation. Tout se terminait avec un dîner en miettes sur le sol. Maïsquant, je me suis retournée pour nettoyer le désastre et emmener Lucas dormir. Mon regard s'est posé sur le meuble du salon. Dans sa fuite précipitée, Maxime avait oublié sa mallette. Son ordinateur portable était toujours là. Et la lumière de l'écran clignotait, indiquant un nouveau message. Je n'avais aucune idée que cet oubli stupide venait de me livrer la clé. Maîtresse qui allait ouvrir des années de saleté, de tromperie et de cruauté, qu'il déversait sur moi depuis 4 ans. Lorsque la lourde porte en chêne s'est refermée, le salon a plongé dans un silence troublant. Dehors, la pluie s'était mise à frapper les vitres, se mêlant aux sanglots étouffés de Lucas, toujours recroquevillé dans un coin. Devant la porcelaine tranchante éparpillée dans le bouillon qui refroidissait, je suis restée immobile, sentant encore la colère vibrer dans chaque fibre de mon corps. J'ai pris une grande inspiration. J'ai avalé le nœud amer dans ma gorge, et j'ai
marchait lentement vers mon frère. Je me suis accroupie et j'ai serré ses épaules, tremblante. Il pensait que par sa faute, à cause d'un stupide morceau de poulet, la famille de sa sœur avait volé en éclats. Je lui ai caressé les cheveux. Je l'ai aidé à se lever, et je l'ai conduit dans la chambre d'amis. J'ai l'ai bordé et je lui ai dit de dormir. Que demain, quand le soleil se lèverait, je m'occuperai de tout. J'ai attendu que sa respiration devienne régulière, profonde. Puis je suis retournée dans le salon. J'ai commencé à nettoyer méticuleusement le champ de bataille. J'ai ramassé chaque éclat d'assiette, essuyé chaque goutte de bouillon. Mais la tâche que la famille de Maxime avait laissée sur ma vie, aucune éponge ne pourrait jamais l'effacer. En arrivant au coin de la table basse, mon regard s'est arrêté. La mallette en cuir noir de Maxime reposait sur le canapé, à moitié ouverte, révélant un ordinateur en veille. Dans sa panique, il avait oublié son objet le plus précieux. À cet instant précis, mon téléphone, posé sur le meuble, a vibré avec insistance. L'écran affichait le nom de Maxime. J'ai décroché et mis le haut-parleur. Camille, ouvre-moi cette porte immédiatement. Tu es devenue complètement folle. Jeter ton mari et ta belle-mère à la rue à une heure pareille. Que vont penser les voisins demain? Tu as le droit d'être en colère, mais il y a des limites. Ma mère est âgée. Si sa tension monte par ta faute, tu l'auras sur la conscience. Ouvre. L'opinion des voisins te préoccupe soudainement? Quand ta mère a giflé mon frère, quand tu t'es joint à elle pour humilier ma famille, ça ne t'a pas dérangé qu'on te voie comme un homme qui vit au crochet de sa femme? Arrête de dire des conneries. Je t'ai assez supporté. C'est vrai que l'appartement est à ton nom. Mais je suis ton mari. Crois-tu que tu peux me jeter dehors quand ça te chante? Ouvre la porte. J'ai oublié mon ordinateur à l'intérieur. Donne-moi mon ordinateur et nous partirons. Je n'ai pas l'intention de remettre les pieds dans cet appartement. Oh! Tu appelles donc pour réclamer ton ordinateur? Pas pour sauver notre mariage. Je vais considérer cet ordinateur comme une caution pour le préjudice moral que toi et ta mère venez de causer. Je n'ouvrirai la porte à personne. Cette nuit, trouve-toi un hôtel et va au diable. J'ai raccroché et bloqué son numéro sans hésiter. Le silence est revenu. Mais son insistance pour l'ordinateur résonnait dans ma tête. Son attitude était étrange. Il y a un instant, il hurlait et menaçait. Mais en mentionnant l'appareil, sa voix était devenue anormalement pressée, presque anxieuse. Un mauvais pressentiment m'a traversé l'esprit. Pendant nos 4 années de vie commune, Maxime avait toujours protégé cet ordinateur comme s'il s'agissait de sa propre vie. Il disait qu'il contenait des documents confidentiels de son entreprise et que les conjoints devaient respecter l'intimité de l'autre. Je n'y avais donc jamais touché. Mais ce soir, il n'avait plus le droit d'exiger le moindre respect de ma part. Je me suis approchée du canapé. J'ai sorti l'ordinateur de la mallette et je l'ai ouvert. L'écran demandait un mot de passe. J'ai essayé sa date de naissance, notre anniversaire de mariage, même mon anniversaire. Tout a échoué. J'ai réfléchi un instant. Et soudain, une série de chiffres m'est apparue. La date de naissance de Chantal. Un homme qui vénérait sa mère comme un être suprême, qui la faisait toujours passer avant sa femme, utiliserait sans aucun doute sa date de naissance. J'ai tapé les chiffres. L'écran a clignoté 1 seconde et s'est ouvert grand. La première chose que j'ai vue, ce n'était ni des documents d'entreprise, ni des plans d'affaires dont il se vantait souvent. Le navigateur web était ouvert. Sa session WhatsApp web était toujours active. Et juste à côté, un onglet de son application bancaire qu'il avait oublié de fermer. J'ai bougé la souris et j'ai cliqué sur l'onglet de la banque. L'historique des transactions est apparu sous mes yeux. Les chiffres m'ont frappé comme des coups de marteau. Rien qu'au cours des 3 derniers mois, Maxime avait
régulièrement transférer des sommes énormes. 7 000. 8 000. Parfois 10 000 euros en une seule semaine. Mais le plus terrifiant n'était pas le montant. C'était le libellé et le destinataire. La moitié de l'argent avait été transférée directement sur un compte au nom de Chantal, avec des motifs tels que « de ton fils »,« pour tes économies »,« Awenido », pour que maman s'achète des bijoux. Je suis restée paralysée. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. D'où sortait-il tout cet argent pour le donner à sa mère? Son salaire n'était que de 1 500 € par mois. Il ne me donnait que 300 € pour participer aux factures. Les restes, selon lui, servaient à ses repas d'affaires, ses clients et ses investissements. Toutes les dépenses de la maison. Du poulet, du dîner jusqu'aux charges de copropriété. Je les assumais seule avec les revenus de ma propre entreprise. Et pendant ce temps, dans mon dos, Elkemen manipulait une fortune qui filait tout droit dans la poche de sa mère. J'ai continué à faire défiler l'écran vers le bas. Mes mains commençaient à trembler. Il y avait un autre compte, au nom de Mélissa, qui recevait constamment des virements de 2 ou 3 000 €, avec des libellés comme « de ton chéri pour tes virées shopping » ou « cadeau pour ma princesse qui me rend si heureux ». Ma vue s'est brouillée. J'ai eu l'impression que quelqu'un me broyait le cœur à pleine main. Pendant toutes ces années, non seulement j'avais entretenu une belle-mère cruelle et un mari bon à rien, mais j'étais aussi leur distributeur, automatique. Leur mine d'or personnelle dans laquelle ils puisaient pour créer un fonds secret pour sa mère et entretenir une autre femme. Ils me suçaient le sein, piétinaient ma dignité et utilisaient l'argent gagné à la sueur de mon tout front pour mener la grande vie. Cet ordinateur oublié venait de déchirer le rideau de velours, révélant une vérité si ignoble qu'elle m'en glaçait le sang. Cette nuit-là, Paris était sous un orage. Mais la plus grande tempête ravageait mon âme. Je suis tombée à genoux devant l'écran, le regard fixé sur les lignes, rouges et vertes des relevés bancaires. La lumière de l'écran éclairait mon visage figé, révélant les larmes de rage qui coulaient sur mes joues. 4 ans. 1460 jours à fermer les yeux, à serrer les dents, à me bercer d'illusions avec le mot famille. Et maintenant, chaque chiffre sur cet écran arrachait leur masque. Les souvenirs m'ont ramené à mes premiers jours en tant que belle-fille, à l'époque. J'étais une jeune femme avec un diplôme mention très bien. Et une fois, naïve en l'amour véritable, Maxime était un employé de bureau beau et charmant, toujours prévenant. Quand il a appris que je possédais une somme d'argent, considérable suite à la vente de terrain appartenant à mes parents, son attitude et celle de sa mère ont radicalement changé. Ils se sont empressés d'organiser le mariage. Le soir de nos noces, le rideau de la pièce de théâtre s'était levé. Maxime m'avait prise dans ses bras avec un soupir fin. Mon amour, je pense à monter une agence de communication avec des amis. C'est une opportunité en or, mais il me manque un capital de 150 000 euros. J'ai pensé à hypothéquer la maison de ma mère, mais elle est âgée. Je sentirais mal. Pourrais-tu m'aider cette fois, avec l'argent de ta famille? Tu me le prêtes. Et quand la boîte fera des bénéfices, je te le rendrai avec des intérêts. On travaillera ensemble pour notre avenir. Pour nos enfants, 150 000 €. C'était tout ce que mes parents m'avaient donné pour démarrer dans la vie. Je pensais l'utiliser pour acheter un appartement. J'avais hésité. Il m'avait manipulé. Tu n'as pas confiance en ton mari? J'ai ma fierté. Si tu m'aimes, si tu aimes cette famille, aide-moi. Surtout que ma mère, elle ne les a repasse. Elle te prendrait pour une avare. J'avais cédé. 6 mois plus tard, il rentrait ivre, en pleurs, jurant que la boîte avait fait faillite, que ses associés l'avaient arnaqué. Je l'avais cru. Je lui avais dit que l'argent allait et venait, que l'important était de rester unis. Mais le cauchemar n'avait pas cessé.
quand j'ai lancé mon entreprise de cosmétiques en ligne, travaillant jusqu'à pas d'heure pour pouvoir enfin acheter cet appartement. Chantal a commencé ses stratagèmes. Elle se plaignait de douleurs. Elle exigeait d'aller dans les cliniques privées les plus chères de Paris. Camille. Je ressens une oppression dans la poitrine. Maxime dit que je devrais faire un bilan complet dans une clinique spécialisée. Il n'a pas d'argent en ce moment. Toi qui gagnes bien ta vie. Donne-moi 5 000 € pour les examens. Ne sois pas radine avec les personnes âgées. J'avais serré les dents. J'avais payé les factures médicales, les scurés, thermales, les compléments alimentaires. Je pensais faire mon devoir. Mais en regardant les transactions sur l'écran, la vérité a explosé. Son entreprise n'avait jamais fait faillite. Mais 150 000 € avaient été détournés vers un autre compte pour acheter un terrain en Normandie. Au nom de Chantal, les fois où elle simulait une maladie pour me soutirer 5 ou 7 000 €. C'était en réalité pour gonfler leur compte d'épargne secret. Ils m'avaient essoré. Et pourtant, ce soir, pour un pauvre pilon de poulet, ils avaient osé traiter ma famille de plou et de mendiant. J'ai serré les poings, à m'en faire saigner les paumes. Mais je ne ressentais plus aucune douleur. La plus grande souffrance n'est pas de perdre de l'argent. C'est de voir ça, confiance piétinée. Mes larmes avaient séché. Mes yeux brûlaient d'une haine absolue. J'avais compris qu'avec de tels parasites, la clémence était un suicide. Après le choc des virements, j'ai cliqué sur l'onglet WhatsApp. Une intuition me disait que cette Mélissa était bien plus qu'une associée, avec des doigts glacés. J'ai tapé son nom dans la barre de recherche. Une conversation épinglée est apparue. La photo de profil montrait une jeune femme très maquillée, avec un décolleté plongeant. J'ai cliqué. Les messages dansaient devant mes yeux. Vulgaires. Sales. Cruels. Le dernier datait de la fin d'après-midi. Mon cœur. Ce soir, tu dînes avec la vieille chouette. Mais reviens-moi vite. J'ai des nausées à cause de la grossesse. J'ai envie de fraises. Passe au supermarché en prendre pour ton fils et moi. Et la réponse de l'homme que j'appelais mon mari depuis 4 ans. Ma princesse. Tiens bon. Je dois continuer la comédie avec la provinciale. Sans frère est là. Je dois faire le bon beau-frère pour qu'elle continue à bosser, à ramener du fric. Dès que j'arrive à lui faire signer les papiers pour hypothéquer l'appartement. Je mets la nouvelle Audi A3 à ton nom pour que ma reine et mon champion soient à l'aise. Je suis restée de marbre, rigide comme une statue de glace. Grossesse. Ton fils. Une Audi A3. Hypothéquer l'appartement. Maxime entretenait une maîtresse de longue date. Au point qu'elle était enceinte. Et le pire. Il prévoyait de me manipuler pour que je signe une hypothèque sur le duplex que j'avais acheté de ma poche, afin d'offrir une voiture de luxe à sa maîtresse. J'ai fait défiler frénétiquement les messages. Des photos d'eux en vacances à Ibiza dans des hôtels 5 étoiles. Pendant que je me crevais à l'entrepôt, en plein été. Des photos de la maîtresse exhibant un pin. Et sacs de créateurs, dont le prix correspondait exactement à la somme que Maxime m'avait demandé le mois précédent pour sauver un projet. Et le plus douloureux, une photo de Chantal, souriant à pleines dents, apportant des sacs de courses et du foie gras dans l'appartement cossu que Maxime louait pour sa maîtresse, avec un message que ma belle-mère avait envoyé à son fils. Mélissa m'a dit à l'échographie que c'est un garçon. Quelle joie! Je vais enfin avoir un petit-fils de notre sang. N'oublie pas d'amadouer Camille pour récupérer les papiers de l'appartement. Dès que c'est fait, on la jette à la rouée. Une femme stérile et ploue comme elle ne mérite pas d'être ta femme. Sors-lui tout ce que tu peux. Je m'occupe de Mélissa et du bébé. Chaque mot était comme une aiguille empoisonnée. Chantal, la femme qui, le soir, même, me donnait des leçons de morale, était la complice de cette infamie. Elle me traitait de stérile. Elle oubliait que c'était à force de travailler jour et nuit pour les entretenir tous les deux que j'avais fait 2 fausses couches. D'épuisement,
À cet instant précis, mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro inconnu. Mais je savais que c'était lui. J'ai activé l'enregistrement de l'appel avant de répondre. Camille. Descends tout de suite dans le hall et donne-moi cet ordinateur. Je te préviens. Si tu touches à mes affaires, je porte plainte pour violation de la vie privée. Il contient des documents confidentiels. S'il manque une seule lettre, tu n'auras pas assez d'argent pour payer les dommages. Même en vendant l'appartement. Sa voix tremblait de panique. J'ai approché lentement le téléphone de ma bouche, le regard fixé sur la photo de la maîtresse enceinte. Des documents confidentiels? Tu veux parler du contrat pour hypothéquer mon appartement afin d'acheter une Audi à mademoiselle Mélissa? Ou peut être des factures des compléments alimentaires que ta mère apporte à ton fils bâtard? Au bout du fil, le silence est tombé. Je pouvais entendre sa respiration, saccadée, son effroi absolu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Camille? Écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas besoin de tes explications. Ce que j'avais à lire. Yelailo. C'est que j'avais à sauvegarder. Je l'ai sauvegardé. Dors bien avec ta maîtresse cette night, car à partir de demain, ta vie et celle de ta mère vont devenir un enfer. Ton ordinateur. Je te le rendrai au tribunal. J'ai raccroché et éteint le téléphone. J'ai pris une clé USB et j'ai commencé à copier frénétiquement tout l'historique des conversations. Les photos. Les relevés bancaires. Les messages cruels de Chantal. Il pensait m'avoir. Ils s'était trompé de cible. Il était 2 heures du matin. La pluie avait cessé. Je me suis versé un verre d'eau et me suis accoudé au balcon. Les larmes avaient séché. Le cœur de l'épouse soumise était mort cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai préparé un solide petit déjeuner pour Lucas et j'ai commandé un VTC pour l'emmener directement à sa résidence. Je lui ai dit de se concentrer sur ses cours, que je me chargeais de nettoyer les ordures de ma vie. Quand je suis rentrée, il était 9 heures. Je me suis assise sur le canapé, avec un café noir. Les données étaient réparties sur 3 clés USB. L'ordinateur de Maxime, nettoyé de toute trace de mon passage, reposait sur la table. La sonnette a retenti, agressive, sur l'écran de l'interphone. Les deux visages attendaient dans le couloir. Maxime n'était pas rasé. Chantal gardait la tête baissée, s'efforçant de produire de fausses larmes pour jouer la pauvre femme âgée. J'ai marché calmement jusqu'à la porte. J'ai mis la chaîne de sécurité. Et j'ai entrouvert. Camille. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Nous avons passé la nuit dans un motel miteux. Ma mère ne supporte pas le froid. Si tu es en colère, criez. Frappe-moi. Mais laisse-la se reposer. Un motel miteux avec ton poste de cadre et les milliers d'euros que tu verses à ta mère chaque mois? Vous n'avez pas de quoi vous payer un vrai hôtel? Ou as-tu tout dépensé pour mademoiselle Mélissa? Ma question a fait l'effet d'une douche bouillante. Maxime a reculé. Les lèvres tremblantes. Camille. Je ne sais pas de quoi tu parles. A pleurniché Chantal. Ne laisse personne te mettre de fausses idées en tête. J'ai eu tort hier soir avec ton frère. Je vous demande pardon. Pardonne à une vieille femme. Vieille et malade, mais quand il s'agissait de porter des sacs remplis, d'épiceries fines dans l'appartement chic de la maîtresse de ton fils. Tes jambes semblaient très alertes. Chantal. Et quand tu incitais ton fils à me voler mon bien immobilier pour acheter une berline allemande. Ton esprit était remarquablement vif. Ne joue pas les séniles avec moi. Vous avez fouillé dans mes affaires, a crié Maxime. Mélissa n'est qu'une cliente. Ma mère est allée la voir pour le travail. C'est un malentendu. Une cliente que tu appelles ma reine et qui t'appelle mon mari? Une cliente que tu entretiens avec mon argent pour qu'elle te donne un héritier? Votre théâtre me donne la nausée. Camille. S'il te plaît. Est intervenue Chantal. Le ton soudain plus dur. Les
âmes ont leurs faiblesses. S'il a fauté, pardonne-lui. En tant qu'épouse, tu n'a pas pu lui donner d'enfant. Désespéré, il l'a cherché ailleurs. Mais il ne t'a pas abandonné. Il ramène de l'argent. Si tu fais un scandale, c'est toi qui auras l'air bête. Ouvre. Je ferai en sorte qu'il quitte cette femme. J'ai éclaté de rire. Un rire si froid qu'il a résonné dans tout l'étage de l'immeuble. Elle m'accusait de ne pas avoir d'enfant, alors que c'était leur exploitation qui m'avait brisé. Ramener de l'argent? Ces 300 misérables euros par mois? Ferme ta sale bouche. Chantal, l'appartement est à moi. Cette porte ne s'ouvrira plus jamais pour vous. J'ai glissé l'ordinateur portable dans un sac plastique et je l'ai jeté par l'entrebâillement. Il a atterri à leurs pieds. Voilà ton ordinateur. J'ai récupéré toute votre crasse. La demande de divorce. Pour faute part au tribunal aujourd'hui. Arrêtez de jouer la comédie. J'ai claqué la porte et verrouillé le loquet. Quand les fausses larmes et les supplications n'ont pas fonctionné. Ils ont laissé éclater leur véritable nature. J'ai entendu Maxime taper sur la porte. Camille, tu ne veux pas la jouer à l'amiable. Tu penses que tes messages valent quelque chose? Va au tribunal. Des hommes infidèles. Il y en a des milliers. La justice s'en fout. Mais cet appartement, c'est différent. On l'a acheté pendant notre mariage. C'est un bien commun. Me virer est illégal. Exactement, a hurlé Chantal. Même si tu l'as payé, vous êtes mariés. Mon fils a très droit à la moitié. Tu dois le dédommager pour ces belles années passées avec une femme stérile. Fais estimer l'appartement. Wensley. Donne-lui 100 millions et demi d'euros et casse-toi. J'ai levé les yeux au ciel avec un sourire de mépris. Ils étaient d'une ignorance crasse en droit français. Mes experts dans l'art de l'extorsion. 1,5 million? Tu rêves éveillé? Chantal, écoutez-moi bien. Alès, demandez à un avocat et arrêtez de vous ridiculiser. Premièrement, cet appartement a été acheté avec l'argent de l'héritage de mes parents. Le virement portait la mention don familial. Deuxièmement, lors de la signature chez le notaire, il y a une clause de déclaration de remploi de fonds propres, ce qui veut dire que c'est mon bien propre. Et Maxime a signé. Vous pensiez vraiment qu'une femme d'affaires confierait son patrimoine à un chasseur de primes? Le silence s'est fait. Je pouvais imaginer le visage décomposé de Maxime. C'est papier chez le notaire, dont il ne se souvenait pas ou qu'il n'avait pas compris. Tout. Tu m'as piégé, a bafouillé Maxime. Tu m'avais dit que c'était juste une formalité. Salope manipulatrice. Écoute-moi bien. Je refuserai le divorce. J. ferai traîner la procédure 10 ans. Tu ne referas jamais ta vie. À moins que tu me donnes 1 million d'euros. Mon fils a raison. A renchéri Chantal. Si tu ne craches pas l'argent, j'irai partout. J'irai à ton entreprise. J'irai dans ton village crier à tes parents qu'ils ont mal élevé leur fille. On verra si tes clients te font confiance après. Ça. Faites donc. Ai-je répondu à travers la porte. Allez raconter à tout Paris que ton fils est un entretenu. Un adultère qui détourne des fonds. Et que tu l'as aidé à escroquer sa femme. Je vous donne 10 secondes pour vider mon palier. 10. 9. 8. Je n'ai pas eu besoin de finir de compter. J'ai entendu leurs pas précipités, vers l'ascenseur. 3 jours plus tard. La menace de Chantal s'est concrétisée. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse tomber aussi bas. Ce matin-là, en arrivant au siège de mon entreprise, j'ai vu un attroupement bloquant l'entrée. Mes employés tentaient de disperser la foule. La sécurité était là. Au milieu du hall, Chantal était assise par terre, les cheveux ébouriffés, vêtue de vieux vêtements râpés. Elle se frappait la poitrine en pleurant à chaudes, larmes. À côté d'elle, Maxime, avec une chemise froissée,
fixait le sol comme un homme brisé. Oh! Mon Dieu! Regardez ma belle-fille, hurlait Chantal. Elle est patronne. Elle, Estriche. Et maintenant, elle jette son mari et sa pauvre belle-mère à la rue. Parce qu'elle a un amant. Mon fils s'est tué au travail pour lui payer cet appartement. Et elle nous met dehors. Sans un sou. Elle m'a frappé. Les badauds murmuraient. Mes employés, livides, ne savaient pas comment réagir. Maxime s'est avancé vers moi. Camille, je t'en supplie, a-t-il dit d'une voix faussement brisée. Si tu n'es, même plus. J'accepte. Mais ce logement, c'est le fruit de nos efforts. Je t'ai tout donné. Ma mère a des problèmes cardiaques. Donne-nous une part pour qu'on puisse lui louer un studio. Je ne te demande pas plus. C'était un coup de maître. Salir ma réputation. Me faire passer pour une bourgeoise adultère qui maltraite une femme âgée. Utiliser la pression publique pour m'extorquer. Une femme effrayée par le scandale aurait cédé. Mais ils oubliaient à qui ils avaient affaire. Je me suis redressée. J'ai ajusté ma veste et je me suis avancée avec un calme olympien. J'ai fait signe à la sécurité de s'écarter. Tu joues très bien. Chantal, tu aurais dû faire du cinéma. Tu dis que j'ai un amant et que je vole ton fils? J'ai sorti mon téléphone. Je ne l'ai pas montré à la foule. J'ai simplement fait défiler les photos sous le nez de Maxime et de sa mère. La maîtresse enceinte. Les virements bancaires. L'Audi. Je vais le dire une seule fois devant tout le monde. L'appartement dans lequel je vis est un bien propre. Acquis avec un héritage familial. Celui qui est infidèle. Celui qui utilise l'argent de sa femme pour louer un appartement de luxe à sa maîtresse enceinte de 5 mois. C'est ton très cher fils. Toutes les preuves sont déjà chez le juge, aux affaires familiales. Leurs visages sont passés du rouge à la cendre. C'est faux, a balbutié Maxime. Faux ou pas. Le juge tranchera. Ce qui est vrai, c'est que vous troublez l'ordre public et que vous vous rendez coupable de diffamation publique. Il y a un sexe. Caméra de sécurité ici. Appelez la police pour qu'il dresse un procès-verbal. Ai-je ordonné au chef de la sécurité, en entendant le mot police. Chantal a cessé de pleurer net. Elle s'est relevée, lourdement, secouant la poussière de ses vêtements, oubliant soudain son problème cardiaque. Elle a attrapé Maxime par le bras. Viens. Maxime. On s'en va. On réglera ça au tribunal. Ils se sont frayés un chemin dans la foule et ont fui vers la rue. Leur théâtre, pitoyable, venait de s'effondrer. Je me suis tournée vers mes employés. Je leur ai souri et leur ai demandé de reprendre le travail. Personne n'a douté de moi. Mon assurance avait pulvérisé leurs calomnies. Mais je savais que la véritable bataille juridique approchait. Je suis entrée dans mon bureau et j'ai appelé mon avocat. J'allais lancer le coup de grâce. Pendant les semaines suivantes, j'ai engagé un détective privé et un avocat, spécialisé dans les divorces conflictuels. Le tableau de leur trahison est devenu encore plus net. Les 150 000 € que je lui avais prêtés n'avaient jamais servi à créer une entreprise. L'argent avait été blanchi via un ami et utilisé pour acheter un terrain constructible en Normandie, mis au nom de Chantal. Les rapports du détective m'ont donné la nausée. La maîtresse, Mélissa, travaillait dans une concession automobile. Ils étaient ensemble depuis 2 ans. Le loyer parisien de 2 500 € qu'il lui payait provenait de mes bénéfices, qu'il me soutirait sous prétexte de frais de représentation. J'ai tout préparé. Des dossiers en béton armé, la veille de l'audience de conciliation. Mon téléphone a sonné. Maxime. Sa voix était soumise. Camille. C'est moi. Ne raccroche pas. Ma mère a pété les plombs à ton bureau. Hier, les engueulés. Demain, on a la conciliation. Soyons civilisés. Je sais que l'appartement est un bien propre sur le papier. Mais j'y ai contribué. Ma mère te propose un accord. On divorce par consentement mutuel
Yepars. Mais tu me verses 800 000 € de compensation. Tout le monde y gagne. 800 000 € pour acheter ma liberté? Ils essayaient une nouvelle tactique. Pensant que j'avais peur des tribunaux, vous êtes des sangsues insatiables. 800 000 €? Pas un seul centime. Vous voulez gagner? Continuez de rêver. À demain. Habillez-vous bien. Ce sera le jour le plus dévastateur de votre vie, le lendemain. À 9 heures. L'ambiance dans les couloirs du tribunal judiciaire était glaciale. J'étais en tailleur noir impeccable. Dans le cabinet du juge, Maxime et Chantal étaient déjà assis. Maxime a commencé son discours bien. Appris, demandant de récupérer de l'argent car j'étais prétendument devenue hautaine avec mon succès. Le juge m'a regardé. J'ai fait signe à mon avocat. Monsieur le juge, la déclaration de remploi de fonds propres signée devant notaire prouve que l'appartement appartient exclusivement à ma cliente. Mais ce n'est pas tout. Nous déposons plainte pour abus de confiance et recel. Les Maria extorqué 150 000 € à ma cliente pour acheter un terrain en Normandie au nom de sa mère. Ici présente, le visage de Chantal s'est décomposé. C'est faux. Mon fils m'a offert ce terrain. Et nous ajoutons à cela les preuves d'un adultère prolongé. Avec détournement, des fonds du ménage pour entretenir une maîtresse dont la grossesse est confirmée. Maxime s'est effondré, la tête entre les mains, mais le coup de grâce restait à venir. Un bruit de talons a résonné dans le couloir, et la porte du cabinet s'est ouverte avec fracas, malgré les protestations du greffier. Mélissa se tenait là, dans une robe de grossesse ajustée, le visage déformé par la rage. C'est moi qui, la veille, lui avais fait envoyer anonymement une copie des documents notariés avec un petit mot. Maxime est ruiné. Il ne pourra pas payer la voiture. Maxime, a-t-elle hurlé, tu es un menteur. Tu m'avais dit que tu allais récupérer des millions de cet appartement, et maintenant je découvre que tu es un fauché qui vit au crochet de sa femme? Mélissa, calme-toi pour le bébé, a balbutié Chantal. Taisez-vous. La vieille, a craché Mélissa. Je ne vais pas garder l'enfant d'un clochard. Je vais avorter. Le chaos total. Mélissa a jeté son sac au visage de Maxime. Chantal hurlait pour protéger son petit-fils. Le juge a dû appeler la sécurité. Je me suis levée. J'ai ajusté ma veste. Monsieur le juge, comme vous pouvez le constater, aucune conciliation n'est possible. Nous demandons le divorce pour faute. 1 mois et demi plus tard, le jugement a été rendu. Le divorce pour faute a été prononcé à mes torts exclusifs de Maxime. L'appartement restait ma propriété. Maxime a été condamné à me rembourser les 150 000 €. Avec saisie immédiate du terrain en Normandie. Les dettes personnelles qu'il avait, contractées pour entretenir. Mélissa restait à sa charge exclusive. Le karma a fait son travail. Le terrain a été vendu aux enchères à bas prix. Maxime s'est retrouvé à la rue, poursuivi par des usuriers dangereux. Mélissa a avorté, a revendu les sacs de luxe et a disparu. Un soir d'hiver glacial. Alors que je buvais un verre de vin. Mon téléphone a sonné. C'était Chantal. Sa voix était brisée. Camille. C'est moi. S'il te plaît, je sais que j'ai été un monstre. Je meurs. De faim. On vit dans une chambre d'hôtel miteuse payée par le SAMU social. Maxime a eu la jambe cassée par des créanciers. Donne-nous quelques euros. Pas. Pitié. Sauve-lui la vie. Pour le temps où il a été ton mari. Lui sauver la vie? Te souviens-tu du jour où tu as giflé mon frère? Chantal, du jour où tu nous as traités de plous et de mendiants, en prévoyant de me voler mon appartement pour le fils de sa maîtresse? Camille. C'est moi, a chuchoté la voix de Maxime en fond. Y'a mal. Sauve-moi. Leur plainte ressemblait au bourdonnement d'un insecte insignifiant. Écoutez-moi bien. Le prix que vous payez est encore trop bas. C'est votre karma. Si vous voulez vivre, rampez. Si vous mourrez,
Creusez votre propre tombe. Ma plus belle vengeance n'est pas de vous avoir pris l'argent. C'est de vous, et regardez depuis le sommet, vous noyer dans la fange que vous avez vous-même créée. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Aujourd'hui, Paris a retrouvé un air printanier. Le soleil inonde mon nouvel appartement. Mon frère Lucas va bientôt valider son diplôme avec mention. Mon entreprise est florissante. J'ai appris que baisser la tête ne vous apporte pas. Les respecte. Cela donne juste l'occasion aux autres de vous marcher dessus. L'arme la plus puissante d'une femme, c'est son indépendance financière et sa rationalité froide. L'argent que vous gagnez achète votre dignité et votre liberté. La plus douce des vengeances n'est pas de crier. C'est de reprendre tout ce qui vous appartient. Quand de les rayer de votre vie. Et Tibrella, si fort qu'ils ne pourront vous regarder que depuis les abysses de leur regret.